la ligne qu'il s'apprête à donner ne va pas être suffisante pour stopper le régime dans son délire. Je crois qu'il faut véritablement que ces élections n'aient pas lieu. Moi, j'ai une crainte parce que je crois que si cette mascarade électorale arrive à son terme, il sera très difficile après de faire tomber le régime. Alors, normalement, on a un intervenant. Je vais essayer de le prendre. C'est Mirazoul El Zahar. Allô? Monsieur Sifaoui. Alors, El Zahar, pour m'avoir donné l'occasion d'intervenir sur votre antenne. Tu appelles de Tizi Ouzou. De Tizi Ouzou, exactement, oui. Allez, on t'écoute. Je suis quelqu'un qui suit souvent des interventions de M. Sifaoui, notamment les débats qu'il a eu la dernière fois sur normalement BFM TV, si je me souviens bien. Bon, je trouve qu'il est cohérent sur pas mal de questions, mais bien sûr, sur certains, j'ai quelques réserves. Bon, je ne vais pas m'attarder, je vais lui poser 2 ou 3 questions sur un sujet qu'il maîtrise très bien, l'islam. Monsieur Sifaoui, pensez-vous que l'islam ne peut ne pas être politique, du moment que la religion en elle-même elle est totalitaire? Voilà, c'est pour ma première question. Ma deuxième question, le laxisme de la France vis-à-vis des islamistes, est-ce qu'il ne menace pas vraiment la République? Ça, c'est des questions sur lesquelles je le vois qu'il travaille beaucoup. Maintenant, sur le sujet, je vais aussi, le sujet du jour, je vais lui poser la question sur le lendemain de la révolte algérienne. Est-ce que vraiment les peuples de l'Algérie ont le droit d'espérer ou bien d'un avenir meilleur? Je reviens aussi sur son intervention sur les revendications souveraistes kabyles qu'il a qualifié d'aventurisme. Ne pense-t-il pas que le kabyle autant que langue, autant que culture, sans État, ne risque pas de disparaître? Merci Delil, merci pour M. Sifaoui. C'est bien sûr, il aura le temps de répondre à ces questions. Merci pour ton intervention. Alors, d'abord, on vous entend plus, M. Sifaoui. Allô? Voilà. Rapprochez-vous du micro. Oui, je suis là. Je n'ai pas bougé. Alors, attendez. Allô? On vous entend moins bien. Attendez. Allez-y. J'ai rien changé. Ah, c'est bon. D'accord. Bon, alors, merci, je vous remercie pour les questions. La première question, d'abord, sur le caractère de l'islam. Je vais vous répondre d'autant plus que vous êtes originaire et que vous connaissez très certainement l'histoire de l'islam dans les différents villages en Kabylie. Pendant des années, l'islam a cohabité avec une forme très démocratique, une organisation très démocratique dans les villages kabyles. Et la cohabitation a été plutôt faite de façon intelligente. Exactement. Il n'y avait aucun aspect totalitaire. Les gens se respectaient, les femmes ont toujours eu leurs droits, et respectaient en tout cas. Le système n'était pas rigide, il n'y avait pas d'obligation qui était faite ou d'injonction inquisitoire qui était faite aux jeunes. Les mosquées étaient peuplées plutôt par des gens sages qui donnaient à partir d'une éthique religieuse de la sagesse et qui la partageaient. Donc, moi, j'entends évidemment certaines inquiétudes qui sont formulées parce que malheureusement, la religion musulmane est phagocytée aujourd'hui. Phagocytée, j'utilise ce mot souvent pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, phagocytée par des pensées extrémistes, et je pense notamment au salafisme et aux frères musulmans, etc. C'est ces pensées-là qui ont dévoyé, à mon sens, l'islam culturel, notamment celui que nous avons connu,
décennies en Algérie, qui était totalement un islam apaisé et complètement compatible avec une société sécularisée, même une société laïque, avec la démocratie, avec des principes universels. La question donc de la compatibilité, si j'ose dire, de l'islam avec le monde moderne n'incombe qu'à des personnes qui vont, oui ou non, permettre à la religion de garder finalement sa place. Moi, je crois que la religion doit garder sa place et qui est très simple à définir. La religion est dans le cœur des gens, elle n'est pas au cœur de la cité. Elle est dans le cœur des gens qui le souhaitent et qui choisissent d'avoir cette religion ou une autre. Donc ça, c'est pour la première question. S'agissant de la seconde question, sur la question au sujet encore une fois, des volontés indépendantistes, autonomistes, ce que je dis, moi je ne rejette pas ça comme étant comme une position de principe en disant non. Je dis, premièrement, je crois que ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que les Algériens, tous les Algériens doivent aujourd'hui, me semble-t-il, avoir une seule revendication. C'est une revendication qui matérialise le caractère démocratique du pays. Il faut absolument arriver à édifier une Algérie libre indépendante. Parce que c'est lié à l'autre question que vous avez posée. Une langue, ou une culture, ou une identité peut s'émanciper effectivement dans un cadre démocratique. Mais elle peut s'éteindre, et elle est appelée à s'éteindre dans un cadre antidémocratique. Une langue régionale, ou une langue faisant partie de l'identité d'un pays, ne peut s'émanciper, être promue que si il y a un cadre qui permet à toutes les composantes identitaires de s'exprimer. Quand on a brimé pendant des années la culture berbère et notamment kabyle, quand on a mis une chape de plomb sur la langue berbère, etc., évidemment, on a créé deux situations. On a créé des anticorps de défense, et heureusement, c'est-à-dire des militants ont pu naître de cette situation. Il ne faut pas l'oublier. Les gens n'ont pas baissé les bras, mais on a accusé du retard. On a accusé du retard sur un certain nombre de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une région, évidemment, notamment la Kabylie, qui est vue par l'ensemble des autres régions, parfois, avec un regard un peu méfiant. Pourquoi? Parce que le pouvoir a joué sur ça. Il a présenté, toujours dans sa rhétorique, la Kabylie comme une zone frondeuse, avec une région frondeuse, une région un peu moins docile, etc. Et c'est tant mieux. Mais qui était singulière par rapport à l'ensemble, au reste du pays. Pour la dernière question, s'agissant de la situation, je dirais, que vous appelez le laxisme, oui, le laxisme existe en France. Le laxisme a longtemps existé. C'est-à-dire que pendant de longues années, les autorités françaises n'ont pas su déchiffrer la réalité de la dangerosité de l'islam politique. Aujourd'hui, ils commencent à prendre conscience depuis quelques années. Alors, certains pensent que c'est trop tard. Moi, je pense qu'il est encore tôt il est encore temps plutôt de faire quelque chose, si tant est que les autorités françaises s'emparent véritablement de la thématique. Il se trouve que beaucoup de responsables politiques ont peur de cette thématique et ils l'ont laissé à l'extrême droite, ce qui est une erreur, me semble-t-il. Il ne faut absolument pas laisser ce sujet à l'extrême droite. Parce que si on le laisse à l'extrême droite, comme je l'expliquais tout à l'heure, il va y avoir un antagonisme, un face-à-face entre l'extrême droite et les tenants de l'islam politique. Voilà, j'espère avoir répondu en toute amitié et en toute franchise à toutes vos questions et je vous remercie de votre fidélité. Zar, tu as une autre question ou voilà, tu peux répondre. J'ai bien apprécié les réponses de M. Sifaoui. Merci beaucoup. Bon, il t'a bien compris, hein, t'inquiète. M. Delil? Il t'a bien compris. Très bien, très bien. De toute façon, c'est un homme que j'admire beaucoup, même si je suis contre certaines de ses positions, notamment sur la question de la Kabylie. C'est-à-dire quand une différence elle est sur un point, c'est un détail, même si le détail il est important.
Très bien, mais tant mieux. De toute façon, on aura peut-être l'occasion de vous voir dans d'autres radios, comme Radio Canu, qui est une radio populaire qui appartient. Ben, j'espère que sous une Algérie libre et démocratique, avec un régime dont on sera débarrassé, je pourrai venir sur place et vous me verrez sur place. Pourquoi pas dans une cabinet indépendante aussi, on les verra. Ça nous fera énormément plaisir. Hein. Ça dépend, il faudra me donner le visa ou pas. Non, on débattra avec l'Algérie. De toute façon, le projet de l'indépendance de la Kabylie n'est pas un projet opposé à celui de la démocratisation de l'Algérie. Donc, non, je sais, mais je pense que très sérieusement, la question de l'indépendance de la Kabylie, aujourd'hui, nourrit, mais véritablement le régime. On peut ne pas le croire, mais ils se nourrissent de ça. Ils disent qu'il y a une volonté de division territoriale, atteinte à l'intégrité territoriale du pays. Et ils utilisent ça pour essayer de rameuter vers eux les autres régions. Parce que la question de l'intégrité territoriale du pays, c'est une question très sensible. Même si vous prenez quelqu'un du sud ou de l'est ou de l'ouest, quand vous lui direz, si vous lui dites plutôt on va amputer l'Algérie d'une partie, sa partie kabyle, les gens ne vont pas refuser. Il y a évidemment cette ambivalence qu'il faut prendre en considération. Moi, ce que je dis aux indépendantistes, attendant qu'il y ait un cadre démocratique, et on va en discuter. Peut-être que dans un cadre démocratique inclusif, où tout le monde a toute sa place, où moi je vois l'Algérie indépendante, je ne vois pas la Kabylie indépendante, je vois l'Algérie indépendante. Et dans une Algérie indépendante, la Kabylie est centrale, parce que c'est le cœur vibrant, je dirais, de ce pays, quoi qu'on en dise, parce que c'est toute l'identité algérienne, toute l'histoire algérienne est là. Sans faire insulte et injure aux autres régions du pays, dans une Algérie véritablement indépendante, forcément, les Kabyles, qui aspirent à une indépendance par dépit et par je dirais, colère de au regard de ce qu'a pu leur faire endurer le régime, peut-être qu'ils vont changer d'avis. C'est pour ça que je dis, c'est une question de temps. Aujourd'hui, la temporalité, l'urgence, la priorité, c'est l'indépendance de l'Algérie. Voilà, seul le temps nous le dira, M. Sifawi. En tout cas, juste pour en rajouter une couche, il vit dans un village qui est très très joli et je suis sûr que vous serez très heureux dans ce village. Voilà. Ah bah avec plaisir. Non, là, de toute façon, on lui souhaite la bienvenue, bien sûr. C'est un village que la Slamek a tout M. Sifawi. Je crois qu'il comprend un peu, hein. Il comprend un peu, je pense. Merci. D'ailleurs, il est originaire d'un village qui s'appelle Etouavan. C'est la région où soi-disant, ils auraient kidnappé Hervé Gourdel. Ils l'auraient tué là-bas. Effectivement, oui. C'est une propagande qu'ils ont lancée. De toute façon, les islamistes là-bas, on les a affrontés presque à main nue. T'es comme ça. C'est exactement ce qu'il faut faire parce que c'est des gens qu'il ne faut absolument pas laisser. Je dirais, il faut pas leur laisser l'occasion de prendre leurs aises et de comment dire, prendre possession du territoire. Mais je sais que toute la Kabylie, de toute façon, a résisté face à l'islamisme politique et armé. Ça, je le sais, et j'étais là-bas quand les premiers foyers ont été, je dirais, de résistance ont été créés. Monsieur Sifawi, je voudrais avoir votre avis sur Tariq al-Rahmaniya. Est-ce que c'est pas intéressant de la promouvoir ici en Kabylie? Pourquoi pas dans d'autres territoires où l'islam a pu vraiment s'enraciner? Moi, je pense que toutes les tendances qui visent à promouvoir, je dirais, un islam apaisé, culturel, spirituel, ont le droit d'exister. Mais je le dis, et je vais le dire même plus brutalement, moi, j'ai toujours défendu la notion de liberté. C'est pas un mot vain. C'est-à-dire quand j'entends, par exemple, parfois certains Algériens
certains Algériens dire des heures démocratique, l'Algérie libre et démocratique. Et je leur dis, est-ce que vous êtes sûr que vous savez ce que ça peut impliquer politiquement, le mot liberté? Le mot liberté doit impliquer la liberté de conscience. C'est-à-dire que toutes les formes de croyance doivent être respectées. Et quand je dis toutes les formes de croyance, j'inclus y compris les non-croyances. Donc, oui, il faut faire barrage à l'islam politique par des courants musulmans spirituels apaisés, mais aussi par toutes les formes de croyance ou de non-croyance. Il faut que chaque Algérien puisse exprimer clairement il faut qu'il puisse exprimer ses convictions. Et les Algériens qui ne sont pas musulmans doivent aussi doivent pouvoir exister sans craindre des représailles quelconques ou une pression sociale. C'est quoi cette histoire? Depuis quand l'islam est collectif? L'islam est une religion qui s'adresse aux personnes. L'islam, c'est pas une religion qui doit je dirais, embrigader des masses, même si ça a été présenté comme ça, à tort. Une religion est d'abord personnelle. Il y a des gens qui n'ont pas envie de croire, et ben ils n'ont pas à croire. Ou les gens qui ont envie d'avoir d'autres croyances, et ben ils n'ont qu'à avoir d'autres croyances. Ou les gens qui ont d'autres conceptions de l'islam, ils n'ont qu'à avoir d'autres conceptions de l'islam. C'est quoi ces sociétés bigotes qu'on a voulu créer? Le plus important, c'est pas que l'être humain soit musulman ou pas. On s'en fout un peu. Le plus important, c'est que l'Algérien soit un citoyen capable de s'émanciper dans son pays, de jouir librement de son pays, d'être, je dirais, de pouvoir vivre dignement, d'être accessible à la richesse de son pays, de pouvoir vivre du fruit de son travail, de pouvoir s'informer, de pouvoir se former, d'aller à l'école, d'envoyer ses enfants à l'école, de leur trouver du travail. C'est ça ce qui est demandé, ce qui est attendu d'un citoyen. C'est pas qu'il aille à la prière ou qu'il n'aille pas à la prière, ça c'est sa vie privée. La prière, c'est comme ce qu'on met dans son plat. Hein. Chacun est libre de manger selon ses goûts et ses envies. On n'a pas à construire une nation autour de la croyance, autour de la religion. Une nation se construit autour de la citoyenneté. Donc, c'est là où il faut que les gens, je pense, il faut faire de la pédagogie politique et leur dire oui, vous pouvez être musulman si cela vous convient, et vous avez le droit d'adopter n'importe quelle forme d'islam, à condition que celle-ci soit soumise à des lois et à des règles de vie commune. C'est tout. Et que l'islam que vous adoptez, notre religion que vous seriez susceptible d'adopter, eh ben, ne vous autorise pas à être supérieur ou inférieur aux autres. C'est d'être citoyen, accessible, je dirais, à votre pays, comme tout un chacun. Et le juge de paix, c'est la loi. Et la loi d'un système démocratique. Et malheureusement, on n'a pas su. Alors, tiens, j'en profite justement pour... merci Monsieur Sifawi, j'en profite puisqu'on a le Zahar en direct. Tu es bien placé pour en parler. Ces actions de déjeuner républicain pendant le Ramadan, je sais que tu étais, un peu dedans. Pourquoi elles ont été abandonnées, Zahar, si tu peux nous répondre. Et puis, je pense que même Monsieur Sifawi, ça pourrait l'intéresser, ton point de vue. Et effectivement, j'allais demander son avis sur ça. Apparemment, il doit être au courant d'ailleurs, oui. Donc Lazare, en fait, il faisait partie de ces gens-là qui ont appelé à des déjeuners républicains. Oui. Ça avait fait un tapage, un buzz. Vous en avez même parlé. À l'époque, nous avions un collectif de la liberté de culte et de conscience. Donc, après plusieurs provocations de la part du régime, qui essaye, et c'est relais bien sûr, qui essaye d'empêcher les gens, de forcer les gens à faire le carême, d'empêcher les gens de se déjeuner publiquement, ou bien de les appeler à y aller sous les ponts pour prendre une bouchée de pain ou bien boire de l'eau. Parfois même, ils te demandent un certificat médical des gens. Est-ce que tu es diabétique ou pas? Est-ce que tu es malade ou pas? Il y avait un rafale, donc on a appelé à une action le 3 août 2013 plus exactement, où on a appelé à un rassemblement et déjeuner en même temps.
ceux qui veulent déjeuner. Et puis, on a eu dans ce rassemblement, il y avait beaucoup de musulmans qui sont venus nous soutenir, mais par la suite, c'était une action qui est vendue par le régime comme étant une provocation, comme étant une atteinte à la pudeur, comme étant, voire même, on faisait, on voulait empêcher les gens de faire le carême d'une manière normale. Je veux bien voir M. Sifaoui, qu'est-ce qu'il pense de ça. Alors, moi je comprends, d'abord je ne savais pas que c'était vous et je salue votre action, parce que, évidemment, moi je n'ai jamais, à titre personnel, mené d'action sur la base de principes, religieux. C'est-à-dire que j'ai pas, à l'époque, j'ai pas eu l'occasion de faire ce genre d'action, mais ce sont des actions que je salue et que je soutiens. Pour la simple raison qu'effectivement, quand il y a un régime qui base sa logique sur une démarche inquisitoire, en disant aux gens, en voulant savoir si les gens font le ramadan ou pas, il y a toujours des réactions comme celles que vous avez portées qui deviennent légitimes. C'est-à-dire que ce sont des actes de résistance qu'il faut effectivement signaler, souligner et saluer. La question aujourd'hui qui se pose, elle est centrale, c'est-à-dire que la liberté de conscience est quelque chose qui est inhérente je dirais, au projet que les Algériens doivent porter pour, s'ils veulent, construire autre chose que ce qu'a construit ce régime. Parce que ce régime, justement, il a instrumentalisé la nation et il a instrumentalisé la religion. En faisant croire que tous ceux qui n'avaient pas sa conception de la nation étaient de mauvais Algériens, donc il les affuble d'une accusation de traîtrise. Toute personne qui ne cadre pas avec la logique de l'État FLN, de l'État DRS, a été marginalisée par rapport à la nation. Et toute personne qui n'obéit pas aux injonctions religieuses du régime et des courants islamistes qui l'instrumentalisent le plus souvent, eh ben, c'est une personne qui est excommuniée. C'est-à-dire que le régime qui a subi le terrorisme et qui prétend l'avoir combattu a intégré ces mêmes logiques du takfir. C'est-à-dire que l'excommunication devient un acte politique. Quand quelqu'un ne fait pas la prière, et ben, déjà il est regardé de façon inquisitoire. Quand une femme ne porte pas de voile, et ben, elle est regardée de manière pesante. On essaie d'exercer sur elle une pression sociale. Et quand un homme décide de ne pas faire le ramadan, et une femme décide de ne pas faire le ramadan, ils sont marginalisés et mis au bord de la société. Il faut que les Algériens comprennent que ces questions de religion concernent l'intime. Il faut savoir là s'éveiller et gagner en maturité. Moi, il ne me viendrait jamais à l'idée d'aller dire à quelqu'un d'arrêter de prier et de ne pas faire le ramadan. Mais je n'accepterai jamais que quiconque interfère dans ma sphère privée et me dise ce qu'il faut faire ou ne pas faire du point de vue de la spiritualité, de la croyance ou de la non-croyance. D'ailleurs, si vous avez remarqué, moi, ce sont des choses que je n'aborde jamais parce que ça n'intéresse personne, ça ne regarde personne. Ça relève de la vie privée et c'est même de l'indécence que de venir me dicter aux gens comment ils doivent croire ou ne pas croire. Comme si la croyance pouvait s'hériter ou s'inculquer de force ou s'imposer. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que moi, la riposte que j'avais, c'est un acte de défense, d'une certaine façon, qui a toujours été le mien. Pardon, je vais le répéter. Moi, à chaque fois que le régime ou que les islamistes, passez-moi l'expression, m'emmerdaient, je blasphémais. Je leur disais un démarque. Voilà, c'est tout. Et je le dis comme presque un acte de résistance. C'est-à-dire que le bon Dieu auquel vous voulez me soumettre n'a un démarque comme avec vous et lui. Voilà. Et celui qui n'est pas content, c'est pareil. Donc j'ai toujours exprimé ça, le blasphème, pas un acte de provocation, mais comme un acte de résistance. Parce que le jour où moi j'aurais envie de me réconcilier avec un Dieu hypothétique ou réel, c'est ma décision, ce sera la décision de personne. Et donc je pense que
le fait de vouloir à tout prix piéger les gens par cette question de religiosité, de bigoterie, et on voit bien d'ailleurs, hein, entre nous, les gens sont plus dans la bigoterie que dans la spiritualité. Parce que il faut bien observer cette société et ce régime qui filme les jours de prière, les jours de l'Aïd, etc., mais qui n'obéit à aucune éthique islamique, qui laisse les pauvres nécessiteux de mourir de faim, qui laisse la médiocrité s'installer. C'est islamique, ça. Quand vous laissez la corruption systémique s'installer comme ça, c'est islamique. Qu'est-ce qui est plus grave? Quelqu'un qui mange pendant le ramadan ou quelqu'un qui vole tout un pays? Qu'est-ce qui est plus grave? Quelqu'un qui boit un verre d'alcool ou une bouteille de vin ou quelqu'un qui tue des personnes? Qu'est-ce qui est plus grave? Une femme qui ne porte pas le voile ou une femme voilée comme Naïma Sabri qui tient des propos racistes contre des voisins d'origine subsaharienne? Qu'est-ce qui est plus grave? Le fait de ne pas faire sa prière ou le fait d'être se goinfrer des richesses du pays comme Gaïd Salah? Je veux dire, à un moment donné, il faut que les gens se réveillent un petit peu. L'islam, c'est pas dans les apparences. L'islam, c'est pas dans le. L'islam, c'est d'abord une question d'éthique. Donc, s'ils veulent être musulmans, il faut d'abord qu'ils apprennent. Il m'avait poussé à pousser un coup de gueule et ben, c'est fait à 1h du matin. On va déjà. Je vais vous raconter une anecdote, Al-Zahar, il faut que je la raconte celle-là, monsieur Sifawi. Un jour, j'étais au Zouadia. Je pense que monsieur Sifawi connaît la région. Oui, bien sûr. J'étais avec un ami, un militant à l'époque, c'était un militant à la Arrache du mouvement citoyen. On était dans un village qui s'appelle Atad Del Moumen. Et on discutait comme ça et on était en train de boire un petit coup, une petite bière. Et en face, il y avait la mosquée, juste en face, Zahar. Et c'était l'heure de la prière. Et ben, une chose que peut-être que même en France, tu ne la verras pas. Et ben, imagine-toi, la prière, elle est finie. Et l'imam, il sort de la mosquée, il traverse la route, il vient nous faire la bise, comme si de rien n'était, il discute avec nous. Mais, c'est des gens comme ça qu'on a besoin. Dans l'islam ou dans les autres religions, c'est des gens, des imams comme celui-là qu'on a besoin. Qui respectent, qui tolèrent. Et je parle des imams quand je pourrais parler des curés et d'autres religions. Et cette séquence, elle m'avait vraiment marqué et je me suis dit pourquoi il n'y a pas plus de gens comme lui un peu partout dans le monde. Voilà. Moi, je vais vous raconter une autre anecdote. J'ai un ami, quelqu'un que j'ai connu il y a à peu près une dizaine d'années en France, qui m'a dit un jour, il m'a dit, tu sais, je vais te dire quelque chose qui va t'étonner. Je lui ai dit quoi? Il m'a dit, moi j'étais un peu islamiste avant. Je lui ai dit avant? Il me dit oui. Il m'a dit un jour, il était à Nice, il est parti voir l'imam, un imam d'une mosquée à Nice. Après la prière, il lui dit, Cheikh, est-ce que je peux vous parler? Il lui dit oui, assieds-toi. Donc ils étaient seuls. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, j'ai un problème un peu personnel, je voulais vous en parler. Et l'imam, il lui dit quoi? Il lui dit, je crois que je suis en train de perdre la foi. L'imam, il lui dit, allez, sors, je ne veux plus te parler. C'est la seule réaction qu'il était capable d'avoir. C'est-à-dire que la moralité de cette histoire, c'est que aujourd'hui, quelqu'un de bonne foi, il dit, je crois que je suis en train de perdre la foi, il va voir un imam, l'imam lui dit, une espèce de mécréant, sors, je ne veux pas te voir. C'est-à-dire qu'au lieu de le rapprocher de lui, il l'a au contraire éloigné. Donc le type me raconte, il m'a dit, je suis sorti, j'ai été au premier bar, j'ai pris une bière, et depuis ce jour-là, j'ai plus fréquenté les mosquées. Ouais. Tant mieux. Il faut qu'il y ait beaucoup d'imams comme celui-là. Non. Voilà, je suis sauvé. Monsieur Sifawi,
aussi tant que vous y êtes, parce qu'on vous rencontre pas souvent, donc Même jamais. ah oui, jamais, oui, exact. On Et va puis, essayer de rester encore une vingtaine de minutes parce que je ne vous cache pas que demain, vous n'allez peut-être pas me croire, mais moi je travaille. Je dois me réveiller assez tôt, donc on va essayer de rester encore un Vous petit savez, peu. monsieur Sifaoui, les auditeurs de Radio Canu, les militants surtout, ils se connaissent. À cette heure-là, là, j'ai au moins 4 ou 5 mecs qui veulent passer en direct. Mais on ne pourra pas passer tout le monde, donc on en passera un, voire deux. Voilà. Continue, Canal, Zar, vas-y. voilà, par exemple, bon, peut-être je vais jamais croiser Monsieur Sifaoui du moment que lui, il est interdit d'entrer en Algérie. Moi, je suis interdit de sortir du territoire sans que le régime me le dise. Ça fait 3 ans, moi, avec une dizaine de mes camarades, on nous a confisqué le passeport sans notice juridique, sans rien du tout. Ça fait plus de 2 ans qu'on a engagé un procès avec des avocats, mais la justice refuse de nous répondre. À chaque fois, elle nous dit des bouteilles de forme. L'affaire est déboutée de forme. Je ne sais pas ce que vous soutenez. Après, bon, nous sommes que des militants politiques, nous sommes pacifistes. Et, oui, parfois nous faisons un peu dans la provocation des débats, parce qu'on ose parfois soulever des débats sur des questions sensibles, comme l'autre fois, on a évoqué la question de la virginité à l'université, donc on a failli être lynché. Une autre fois, avec le Rassemblement pour la liberté de culte et de conscience, on a échappé d'une mort qui était certaine, Afghayuth. D'ailleurs, c'était durant le Ramadan. Et là, depuis 3 ans, par exemple, moi, je voulais aller continuer mes études ailleurs. Du moment où j'ai essayé à l'université, ils n'acceptent pas ma demande d'inscription. Je me vois confisquer le passeport. Est-ce que votre mot par rapport à ça? Je vous dis, c'est désolant parce que on le sait, ce régime utilise tous les leviers, y compris administratifs, pour essayer de faire pression sur tous les opposants, quel que soit leur profil, quel que soit leur mode d'action, etc. Ils nous ont tous mis dans cette situation. Moi, je connais des gens qui sont en France qui n'ont plus accès à leurs documents administratifs. Parfois, on empêche y compris les familles des opposants d'avoir accès à leurs documents administratifs. C'est une manière de prendre en otage ces documents, parce que ça révèle d'ailleurs le profil de ceux qui détiennent le pouvoir réel en Algérie. Ils croient profondément que c'est une propriété privée et qui, de ce fait, ils sont prêts à faire ce qu'ils veulent, y compris des documents des citoyens algériens, qu'ils confisquent en toute illégalité. Je crois qu'il faut arriver à la fois à saisir dès que possible et à chaque fois des instances internationales. Moi, j'étais à une certaine époque évidemment réticent parce que dans les ONG, il y a à boire et à manger. Il y en a qui sont sérieuses, d'autres qui ont des agendas cachés, qui sont au service de puissance, etc. Mais je me rends compte qu'il y a des ONG, heureusement, qui sont sincèrement dans un combat humanitaire. Il ne faut pas hésiter à leur écrire, et il ne faut pas hésiter à les amener à condamner ce régime. C'est-à-dire que ce régime va tomber aussi de grandes actions, mais de petites condamnations, de diabolisation permanente. Il faut diaboliser moralement ce régime partout, tout le temps. Il faut utiliser, en mon sens, la situation pour que plus personne ne se taise par rapport aux spoliations, aux injustices qui ont été commises et perpétrées contre le peuple algérien. Et je vous assure, parce que vous êtes dans une région où il y a une culture, je dirais, de la révolte, il y a une culture
de la société civile, de la contestation. Il y a d'autres régions du pays où les gens se taisent. Ils ont subi des injustices parce qu'ils n'ont pas les relais nécessaires, ils n'ont pas développé une culture frondeuse pour pouvoir revendiquer des droits. Dans toute l'Algérie, il y a des gens qui souffrent de ce régime depuis maintenant 57 ans. Et ce régime n'a eu de cesse de commettre et de répéter des injustices. Mais il y a une certaine logique. Ce type de régime finit toujours par payer. Toujours. Un jour ou l'autre, ils finiront tous par payer. Voilà. Justement, par rapport à ce qu'il a dit Lazare, est-ce qu'aujourd'hui, un État comme l'Algérie a le droit d'interdire à des militants souverainistes de leur interdire d'avoir un passeport algérien? Non. Non. Clairement, aucun citoyen algérien, à part s'il y a une décision de justice, aucun citoyen algérien ne doit être privé de ses documents administratifs. C'est strictement arbitraire. Ce que le régime fait et relève de l'arbitraire. Donc, il faut absolument refuser, essayer de trouver toutes les solutions. Je ne sais pas si vous êtes constitué, par exemple, en collectif, un collectif de ceux qui sont privés de passeport. Oui, nous avons un collectif, oui. Donc, il faut introduire des actions en justice sur place et il faut essayer de saisir par mail les instances internationales parce que le droit de circuler est un droit fondamental. Il est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il ne faut pas l'oublier. La liberté de circuler est un droit. Admettons que vous n'alliez pas dans des pays qui vont vous interdire, vous refuser un visa, ce qui peut arriver, vous pouvez aller dans des pays où vous n'avez pas besoin de visa. Mais en tout cas, vous devez avoir le droit de disposer d'un document de circulation, d'un document de voyage. C'est un droit constitutionnel et c'est un droit universel. Donc, à mon sens, il faut constituer, si vous avez un collectif, le conseil que je vous donne, c'est prenez un bon avocat, militant, lancez une action en justice, et l'action en justice, s'il faut la doubler d'une action à l'échelle internationale, j'essaierai de vous aider pour mener une action internationale. Je peux me renseigner avec des avocats en France pour voir comment on peut vous aider. Voilà. Merci, M. Sifaou. Donc, je peux vous envoyer les documents nécessaires sur les militants. Oui. Votre aide est la bienvenue. Merci beaucoup. Je vous assure que je le ferai. Je ferai dans la mesure de mes possibilités, c'est-à-dire je ne sais pas ce qu'offre le droit comme possibilité face à ce type de situation. Mais je sais que si une action est menée en Algérie, qu'elle est doublée, parce que généralement, d'expérience, quand vous menez une action à l'étranger, ils cherchent toujours si le droit national a été parce que si demain ils sont interpellés, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, mais ceux-là n'ont jamais protesté, ils n'ont jamais mené une action en justice, s'ils ont vécu une situation arbitraire, ils ne s'en sont jamais plaints. Admettons, plaints auprès de la justice. Donc il faut introduire une action en justice pour dire que voilà, il y a une action en justice qui n'aboutit pas parce que la justice n'est pas indépendante et on nous interdit sans raison d'avoir un passeport. Merci beaucoup. Donc, comment puis-je avoir vos coordonnées pour vous envoyer le dossier? Je te ferai parvenir. Je te ferai parvenir son mail. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Adalil. Voilà. Merci pour ta contribution. Merci beaucoup aussi pour M. Sifaoui, en dehors qu'il soit quelqu'un qui est porteur d'idées, il est aussi sympa. Merci, M. Sifaoui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Monsieur Sifaoui a encore 2-3 questions. Alors, dans un nouveau État algérien, une question de Nadia Kassel, est-ce que la majorité des Algériens accepteront un nouveau État laïque? Je l'ai posé la question différemment que tout à l'heure. Et voilà la question de Nadia Kassel. Je pense qu'avant de parler de la laïcité en Algérie, il faut d'abord déconstruire la propagande qui a été initiée par le régime et par les courants islamistes.
On a souvent présenté la laïcité comme une religion, d'ailleurs c'est le terme qui est utilisé notamment par les islamistes, qui serait comment dire, synonyme d'athéisme. Il faut absolument faire de la pédagogie en expliquant que, d'abord, la laïcité est un cadre juridique et philosophique qui permet à toutes les croyances de cohabiter pacifiquement. Si moi, je suis très attaché à la laïcité, c'est parce que je sais, par exemple, que sans la laïcité, en France, il y aurait un régime catholique qui imposerait, y compris aux non-croyants, d'être croyants, ou qui empêcherait les autres expressions religieuses d'exister. Donc même les musulmans qui ont cette fameuse tendance, parfois, enfin certains musulmans qui ont cette fameuse ou fâcheuse tendance à s'attaquer à la laïcité, ils ont tort parce que c'est grâce à la laïcité que l'islam est présent en France. Et donc demain, une société laïque en Algérie permettrait tout simplement à toutes les philosophies, toutes les sensibilités de s'exprimer librement.